Alors, les terriens de ce soir sont Josiane Balasco. Josiane Balasco, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir pour confirmer une info que tous les fans des Bronzés attendaient depuis des années. Ça y est, c'est officiel. Il n'y aura pas de Bronzés 4. Non. On va passer au SOG directement. Directement, oui. Alors, autre terrien avec nous ce soir, Stéphane Bern. Alors, Stéphane, vous êtes ici ce soir parce que j'ai une question à vous poser. Une question qui me turlupine depuis un moment. Oui. C'est marrant, vous avez les yeux qui brillent quand je dis turlupine. Non, c'est quand vous me dites j'ai une question. Ouais. Autre terrien avec nous ce soir, Geoffroy Didier. Alors, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national de l'UMP et cofondateur avec Guillaume Pelletier de la droite forte. Et vous voulez inscrire dans la Constitution le droit inaliénable des enfants français à pouvoir manger des pains au chocolat pendant la période du Ramadan. Je suis aussi un fan des Bronzés. Ah mais ça tombe bien. Et avec nous, Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard. Ah, vous êtes jumelles. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de jumelles célèbres, hein? Non. Il y a Nadine Morano et Marine Le Pen, mais... C'est ça. Alors, vous nous parlerez de votre livre « La femme parfaite est une connasse » aux éditions J'ai lu. Exactement. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Sabrina, pour son livre « Escorte chez Grasset ». Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Josiane, rebonsoir. Vous êtes une star. Hein. En 2000, vous avez reçu un César d'honneur. Il n'y avait pas d'Américain de passage à Paris cette année-là? Mes copains ont été inquiets parce qu'en général, on donne aux gens qui sont au bord de la tombe, quoi. Ça sent le sapin, oui. Ouais. Alors, en janvier, vous avez fait votre entrée en 37e position dans le classement JDD des Français préférés des Français. Michel Drucker a dit de vous, c'est plus facile de jouer du Brecht que de faire une carrière à la Josiane Balasco. Ah, si, je sais pas. Je sais pas. C'est bien, quand Drucker dit ça, hein? Et vous avez prouvé qu'on pouvait devenir une star en s'appelant Josiane. Oui, et c'est pas évident, hein. Alors, vous qui avez participé au film Les Bronzés 3, Amis pour l'argent, vous pensez quoi du salaire des... On a été bien payés sur ce film. Mais acteurs. à vrai dire, c'était justice parce que pour les deux premiers, qui fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de monde, on n'avait pas touché des masses. C'est sûr. Et donc, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui mangent beaucoup d'argent sur un film. Ouais. Mais il y a aussi des films qui se font avec des techniciens payés à moins 40% qui n'acceptent de faire ça. C'est même pas pour l'argent, c'est pour avoir des heures, pour pas être viré du chômage. Ouais. C'est un système qui est dur pour des gens qui resteront dans l'ombre tout le temps, même si le film fait une belle carrière, même s'il va à Cannes, même s'il a la Palme. Les mecs qui ont été sous-payés, ils resteront sous-payés. Vous êtes toujours de gauche ou votre conseiller fiscal a réussi à vous ramener à la raison? Non, je suis toujours en France. Ah oui? Pas de pied-à-terre en Belgique, non. Pas de datcha en Russie. Non. Alors, vous êtes ici ce soir pour un film qui s'appelle Demi-sœur, un film formidable que vous avez écrit et réalisé et qui raconte l'histoire de Nénette, une femme un peu simple d'esprit qui perd sa mère et part à la recherche de son père, mais il est mort. Et c'est son demi-frère, Michel Blanc, qu'elle va retrouver. Alors, c'est un pharmacien acariâtre et antipathique. Vous ne pouviez pas rester avec Michel Blanc sur Les Bronzés 3, il fallait faire autre chose, quoi. Non, mais j'avais très envie de travailler avec Michel, c'est un grand acteur. On regarde à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je veux voir mon papa. Même si dans sa lettre, mon père reconnaît explicitement l'existence de l'enfant, parce qu'il le dit bien, hein. Comment va la petite? Il y a un délai de 28 ans pour une recherche en paternité largement dépassé. Je veux rester avec toi. Oui, mais ça, c'est pas possible. Elle est où maintenant, ta maman? Ça existait à l'époque, les préservatifs, merde. C'est quoi? Ça, des sucrètes. Tiens, garde-moi ça 5 minutes. Voilà. On vous ramène votre sœur. Non, mais cette dame n'est pas ma sœur. Elles sont jolies, les sucrètes à too much. Mais c'est pas pour toi. C'est pour Paul. Il est bon, au café? Ah, c'est une affection.
On va à la mer. Allez, dépêchons. Depuis quand t'as une sœur? Eh ben, depuis hier. Viens faire un bisou à mon fils. Il vous a proposé d'habiter avec lui? Oui. Ça lui ressemble pas? Parce que j'ai changé. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Hier, t'étais un type bien, mais c'était pas de ta faute. T'étais défoncé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous prenez vos affaires, vous partez. Allez, on tu... Voilà, Demi-sœur de Josiane Balasco en salle mercredi. Alors, ce que personne ne sait, à part moi et vous, c'est qu'à la mort de votre père, vous avez découvert un demi-frère. Oui. J'ai découvert que mes parents connaissaient, avec qui ils entretenaient des liens, qui étaient restés en Yougoslavie avant le départ de mon père. Il l'avait eu très jeune. Et donc, j'ai découvert mon frère. Et moi, j'étais vachement heureuse d'avoir un frère. Et aujourd'hui, vous recevez chez vous des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants yougoslaves. Bien sûr, je les ai reçus, des arrière-petits-enfants de mon père, oui, bien sûr. Dans votre film, ce demi-frère devient cool après avoir pris une pilule d'ecstasy. Bah oui, comme on met 2 sucres dans le café. C'est autobiographique, ça aussi? Non, alors ça, non. Moi, j'ai jamais pris ces trucs-là. Et Michel non plus, il ne connaît pas ça. Michel, il ne fume même pas des cigarettes. Et vous en restez au pétard, en fait? Non, moi, j'ai arrêté parce que ça donne faim. Ah. Et que je n'ai absolument pas besoin d'avoir c'est la meilleure. Vous voyez? Ouais. Alors, Josiane, ça fait plaisir de vous retrouver avec Michel Blanc. Vous n'étiez pas revu depuis ce fameux dîner avec Christian Clavier où il vous avait demandé de signer pour Sarkozy. On l'a tous fait, mais alors Mais non, au début, l'amitié Clavier-Sarkozy, vous pensiez que c'était de l'humour, non? Non, pas du tout. Non, parce que je pense que l'amitié qu'il y a eu entre Nicolas Sarkozy et Christian, d'abord, son père habitait Neuilly et son père a disparu un jour en voiture. On ne savait pas ce qui lui était arrivé. Et il a été voir Nicolas Sarkozy, qui était maire à l'époque, et ils ont recherché, il a tout fait pour retrouver son papa. Ils ont retrouvé son papa mort d'une crise cardiaque dans sa voiture. Et je pense que c'est né comme ça, l'amitié. C'est une vraie, pas une vraie histoire. Ben, c'est très bien de la raconter parce que c'est pas du tout. Très bien, mais c'est pas juste électoral. Ouais, d'accord. Ce type-là m'intéresse par rapport aux impôts, je sais pas trop quoi. Non, je pense que chez Christian, pour ça que je respecte Christian, c'est que il a des convictions et que c'est pas pipeau. Alors au sujet de la bande du Splendide, Gérard Jugnot a dit « On se voit presque plus. C'est vrai que l'amitié s'est fait bouffer par la rivalité. Parfois, on espère même secrètement que l'autre va se planter. » Je crois que c'est Gérard qui parle. Hein. Oui, c'est Jugnot. Oui, ben c'est ça ce que je dis. Et alors? Il parle pour lui. Ouais. Non, on pense que c'est plus une boutade ou alors il avait un petit coup de déprime quand il a dit, mais il ne fonctionne pas comme ça et on ne fonctionne pas comme ça. Alors, heureusement, vous avez votre mari... Georges Aguilar qui joue dans le film. Il couche avec moi, c'est sûr, il couche avec le metteur en scène. Non, mais ça, je peux pas le cacher. Hein. C'est un Indien d'Amérique? C'est un Indien Apache, ouais, un natif américain. Oui. Alors, c'est dommage, ça s'appelle pas Cheval Fougueux ou... Non, mais ça, c'est... Taureau ailé. Taureau ailé, c'est beau. Oui, c'est gobelerie, oui. Ouais. Et il est pote avec Bison Futé ou pas? Ah, ça vole le haut, ça vole le haut. Il était rien, il vole le haut. Et le matin... Avant de prendre sa douche, il fait une petite danse de la pluie. Oui, mais il l'a fait tout le temps en ce moment. Ça marche, hein. J'adore. Alors, après le chef indien, vous comptez sortir avec d'autres Village People, oui, non? Bah, ils sont tous plus ou moins casés, ils vont se marier d'ailleurs bientôt. Bon. Et puis, il y a votre fille, Marie-Lou Berry. Alors, vous êtes toujours acceptée comme vous étiez. Et elle a voulu maigrir, c'est incroyable. Bah, elle a eu raison, c'est très bien, elle est courageuse. Moi, je ne suis pas fait. Oui, c'est ça. Non, voilà, c'est très bien, moi je trouve ça super, ça lui permet d'ouvrir un éventail de rôles plus large, quoi. C'est très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remplacé le sucre en poudre par la coke, non? Non, elle a arrêté de bouffer parce qu'elle est comme moi, elle aime bien bouffer, elle a fait du sport tous les jours. Ah ouais. Voilà. Faut nous donner son régime, là, parce que ça marche. Oui, mais moi je le fais pas. Alors, Anne-Sophie et Marie-Aline Girard. Rebonsoir. Alors, vous publiez chez J'ai lu un livre intitulé « La femme parfaite est une connasse ». Tout à fait. Hein? Vous êtes 2 sœurs jumelles, nées à Montpellier il y a 32 ans. Sous quel signe? Bélier. Alors vous êtes humoriste et scénariste, et vous êtes journaliste. Vous travaillez avec le grand Frédéric Tadei. C'est ça. C'est bizarre qu'il n'ait pas encore eu le prix Nobel de télévision, Tadei. Ça ne devrait tarder. J'espère bien. Il y a une pétition en ce moment. Il le mérite, oui. Alors vous dites la femme parfaite est une connasse, mais votre livre est plein de conseils pour des femmes normales. C'est un livre rigolo déjà.
Donc, Hein, première info. Drôle, très drôle. Très drôle. Et puis oui, c'est vraiment pour déculpabiliser et pour se dire on n'arrivera jamais à être parfaite et tant mieux. Ouais. Alors vous avez des règles de vie, des conseils pratiques. Par exemple, comment savoir qu'un mec va vous quitter? Non, ça vient du fait en fait que souvent les femmes disent moi j'ai rien vu venir. Et on se dit mais logiquement quand le mec parle de toi en disant ma coloc, ou pleure en faisant l'amour, ça c'est des indices. Toi, ça c'est des trucs, quelque chose, tu vois. Il y a un truc là-dedans. Bravo. Alors, il y a un truc très bien aussi, j'aimerais que vous expliquiez ça. Comment réagir devant un bébé laid? Oui, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on dit? Il est très éveillé. Voilà. Très souriant, parce que plus tard, il aura besoin d'humour vu son physique. Ça, on le rajoute pas. Il faut s'arrêter avant, en fait. Voilà, des petites choses comme ça. Ah oui. Alors, vous répondez aux grandes questions existentielles. Comment garder sa dignité quand on est bourré? Faut-il coucher le premier soir? Alors, faut-il coucher le premier soir? Je pense que c'est la crise pour tout le monde. Voilà. J'ai envie de dire aux filles, allez-y. Hein. Peut-être ça se représentera pas. Voilà. Profitez. Merci. Faites-le pour nous. C'est un message pour nous. Alors, page 106, vous proposez un test pour savoir si le mec est gay. Le guédard. Reconnaître le gay du faux. Voilà. Et donc, on va voir si ça marche avec Stéphane Bern et Hélène. Pourquoi moi? Parce que tu as déclaré dans tes tues et chez Mireille Dumas que tu étais gay. Donc je ne fais pas de l'outing. Je l'ai jamais dit, mais cela dit, j'assume parfaitement. Oui. Mais ça tombe toujours sur moi. Bah non, mais là c'est un test. Ah oui. Ça va, je peux le faire à Geoffroy Didier. D'accord. Mais... Bah oui, pourquoi pas. En plus. Pardon d'assumer mon hétérosexualité, mais bon, personne n'est parfait. C'est très simple. Est-ce qu'à l'apéro, tu commandes des kirs? Ah non. Ben voilà. C'est un signe, ça? Ah ouais. Est-ce que vous connaissez, Stéphane, la différence entre la couleur orange et la couleur corail? Absolument pas. Alors, il ne va pas être pédé. Hein. Ah ouais, ça aussi. Alors, est-ce que vous savez faire le risotto? Ah, pas du tout. Mais c'est pas vrai. Alors, est-ce que vous trouvez Justin Timberlake sexy? Non, pas Oh là là, spécialement. il n'y a aucune chance, hein. C'est terrible. Alors, est-ce que vous embrassez vos amis sur la bouche pour leur dire bonjour? Ah, jamais, non. Moi, oui. Est-ce que vous tapotez le pénis de vos amis pour leur dire bonjour? Et non. 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 Bon, ben, voilà. Non, mais c'est vrai. Stéphane Bern est hétéro. C'est le coup de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de Josiane Balasco, de Stéphane Bern, de Geoffroy Didier et des Sœurs Girard. Alors, Stéphane Bern, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites à la bonne heure sur RTL de 11h à 12h30 tous les jours. Comment ça va bien? Sur France 2, l'après-midi, tous les jours. Secret d'histoire, tout l'été, toujours sur France 2. Le village préféré des Français, la prochaine édition, c'est le 4 juin. Et vous faites la journée du 14 juillet, quoi. Voilà. Vous changez un peu des rois, vous faites le 14 juillet maintenant. Oui. Bon, et vous trouvez le temps de publier chez Albin Michel Le bel esprit de l'histoire, une compilation de traits d'esprit, de citations, de vannes, de personnages historiques célèbres. C'est vrai que c'est cet esprit français, c'est ce qui m'intéresse. Ouais. Je trouve on a perdu un peu ça, parce que maintenant il y a l'impertinence, l'insolence, et pour avoir du bel esprit, encore faut-il avoir de la culture. C'est vrai qu'on est passé de Sacha Guitry à Nabila. Bon, ben c'est... Absolument, c'est et comme ça. C'est un peu oui. dommage, oui. Alors la mieux, c'est Louis XVI sur l'échafaud qui dit à Marie-Antoinette, attention, ça va couper. Ça, non. Elle est con, celle-là. Non, alors, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, ce mot merveilleux, sont les dernières paroles de Marie-Antoinette, c'est « Je vous demande pardon ». Et elle parlait au bourreau et elle lui avait marché sur le pied. Ouais. Et elle dit « Ils peuvent être mes bourreaux, mais ils ne seront jamais mes juges. » En plus, il y a des mots d'esprit qui peuvent exister encore aujourd'hui. Je pense à Talleyrand, qui pour moi est un génie. Il disait sur Chateaubriand, « Monsieur de Chateaubriand se croit sourd depuis qu'il n'entend plus parler de lui. » Ah, c'est génial. Et vous pouvez mettre ça sur tout le monde, non ? Surtout sur les animateurs télé, par exemple. Et Mata Hari, qui était une espionne, une courtisane, qui, avant d'être fusillée, a déclaré «
c'est bien la première fois qu'on m'aura pour 12 balles. Oui. Une coquette arrive devant Voltaire et lui dit, elle monte sa poitrine, elle était un peu âgée, hein, elle dit, que pensez-vous de ces deux petits coquins? Elle dit, madame, ce sont des vieux pandards. Hein. Il y en a une qui est très bien. À l'entracte d'une pièce, à la Comédie Française, De Gaulle se retrouve avec André Malraux. Et à un moment, pendant l'entracte, ils vont aux toilettes. Et Malraux déclare « Belle pièce, mon général ». Et De Gaulle lui répond « J'en prie, Malraux, regardez devant vous ». Voilà. Ça, pour moi, c'est l'esprit français. C'est ce qu'on a de plus que les autres. Et je crois qu'il faut le cultiver. C'est l'hommage que j'ai voulu rendre à l'esprit français. Bien. Alors, dans votre émission « Comment ça va bien ?», vous intéressez au toilettage des chiens. Pas seulement. Pas seulement. Au palpé, vous intéressez au palpé roulé. Oui, pour éviter très bon. l'effet peau d'orange sur les cuisses. Et c'est très efficace. Et on a fait des saucisses ensemble avec Josiane. Avec une machine à remplir les saucisses, c'est une expérience. Il y a aussi les vibromasseurs en forme de canard. Enfin, voilà. Et vous dites, je ne veux plus faire n'importe quoi à la télé, je ne veux plus qu'on me prenne pour une quiche. Non, mais pour dire les choses schématiquement et très franchement, j'avais cette image du mec coincé qui vit comme ça dans un autre monde. Alors que je vois la plupart du temps tous les animateurs qui font des émissions sociétales, qui ont le cœur sur la main, je les vois remonter dans leur 4x4 blindé. Ils voient jamais le public, ils s'intéressent pas aux gens. Moi, j'ai été élu dans mon arrondissement, je vis avec les gens. Je suis président du conservatoire de musique de mon quartier. Josiane peut témoigner, c'est ma voisine. Je pense que moi, je sais un peu ce que vivent les gens. Vous êtes proche du peuple, d'ailleurs. Vous êtes allé chez ArcelorMittal, là, à Florange. Je suis allé plusieurs fois à Florange. Et alors, ils vous ont parlé du bébé de Kate Middleton, non? Non. Ce que je promets, je le fais. Quand je dis à Pascal Jaculade de la passerelle que je vais le voir à Florange, j'y vais. Voilà. Alors, social, mais pas trop quand même, vous avez déclaré sur Europe 1, je travaille, je me tue à la tâche, et 50% de ce que je gagne part aux impôts. Avec ces histoires d'impôts, on donne un mauvais exemple au monde entier. S'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a un enfer fiscal. Vous avez demandé l'asile politique à Monaco? Je ne vois pas pourquoi j'irais à Monaco, je suis à moitié luxembourgeois. Ah oui, c'est vrai. Je pourrais vivre à Luxembourg, hein. Il y a des TGV, maintenant ça met 2 heures, et c'est le Grand-Duché qui a payé la majeure partie de la ligne. La seule chose que j'aimerais dire, je suis très fier de payer des impôts. Simplement, quand tous les riches, c'est-à-dire les gens qui, comme Madame Bettencourt, auront quitté le pays, eh bien, il restera qui? Vous, Josiane, moi, pour payer. Sauf que ce qu'on a ne suffira pas pour payer. Donc, on est en train d'appauvrir le pays. Vous voudriez qu'on vous dise merci de payer des impôts? Non, je veux juste pas qu'on m'insulte. Ouais. Je suis célibataire, sans enfant, sans niche fiscale, sans rien. Et ben boum, et vous passez pour riche alors que parfois j'ai du mal. Voilà. Je pleure pas. Simplement, je dis que... maintenant, tu peux te marier pour les impôts. Pour les impôts. C'est vrai. En tout cas, avec le discours qu'il porte, moi je vous embauche à l'UMP demain. Hein, ah non, je veux pas. Ah bah si. L'UMP est dirigé par quelqu'un qui ment. Moi j'ai dîné avec lui, il me dit je suis pour le mariage pour tous, et il fait descendre dans la rue pour dire qu'il est contre. Et il y avait Dominique Besnard, Marc-Olivier Fogel, on était un certain nombre témoins ce soir. Là, il avait intérêt à dire qu'il était pour, sinon... Il n'était pas obligé de nous dire, à titre personnel, je suis pour le mariage pour tous, et ensuite faire descendre dans la rue des gens contre. Alors, mais peut-être qu'il était contre l'adoption et pour le mariage. On parlait du mariage, simplement. Pas parler de l'adoption. Et puis, vous savez, sur l'adoption, par exemple, moi, j'ai un avis simple. 80 000 enfants naissent dans des familles homoparentales. Par exemple, vous êtes un garçon, vous avez tout d'un coup... Vous êtes marié, vous avez des enfants, puis d'un coup, vous changez d'orientation sexuelle. Ça arrive, c'est arrivé à plein de gens. Et à l'UMP aussi. Et il se trouve que, ensuite, vous vous retrouvez avec des enfants. Vous avez 2 papas avec des enfants. Ces enfants, vous ne les avez pas voulus, vous n'avez pas fabriqués, ils sont là. Ils ont le droit d'être protégés. Et la deuxième personne qui vit chez vous avec ses enfants a le droit d'avoir un lien juridique avec ses enfants pour qu'ils soient protégés. Et je pense que la loi est là pour protéger les gens. La loi est passée de toute façon. Voilà. Alors, Stéphane, bilan. Vous travaillez tout le temps, vous vous faites plumer par les impôts. Non, pas plumer, mais encore quand même. Fois.
et vous dites... J'en paye beaucoup, je suis content. J'ai une vie pas très épanouie. Oh, mais... Je vis seul avec mes teckels. Alors, attendez. Je vis seul avec mes teckels. J'ai des manques affectifs, c'est sûr. Ça va, tout va bien dans ma vie. Ça me rassure, alors. Ouais. Mais oui, cela dit... Cette interview m'a valu beaucoup de courriers. Des jeunes filles, j'ai reçu des demandes en mariage incroyables. C'était avant cette émission. Et des jeunes filles. Que des jeunes filles. Alors, ceci étant, vous dites également, j'ai beaucoup de connaissances, mais peu d'intimes. J'ai pas d'amis dans le métier à part Nico Saliagas. Il vous a demandé un jour, tu vas être mon ami, envoie 1 à 81 12 12. Thierry, je vous considère comme un ami. Cela dit, Nikos, on a une passion en commun qui est la Grèce. Moi aussi, j'aime la Grèce. Ben, venez vous faire cuire chez les Grecs si vous voulez l'été. Alors, vous trouvez que les animateurs télé se regardent trop le nombril. C'est vrai. À part Laurence Boccolini, parce qu'elle sait vachement. Pas d'attaque au physique. Je suis mal placé pour faire des attaques au physique, ayant le mien et faisant ce métier. Bon, alors, vous allez vous marier, non? Avec qui? Je sais pas, Albert de Monaco et Pulim, il y en a d'autres des princes charmants. Mais encore une Regardez, fois... lui, il ressemble au prince charmant de Shrek. Non mais... Vous pouvez pas vous marier avec Geoffroy Didier, par exemple? Non mais Geoffroy n'assume pas sa sexualité, c'est pas mon problème. Tout le monde sait qu'il est homo, mais il dit qu'il est hétéro. C'est son problème. Geoffroy! Bien sûr. À la soirée où nous étions la semaine dernière, vous étiez aussi, Frédéric Mitterrand vous l'a dit en plus. Et ça nous a fait... Mais c'est pas parce que Frédéric Mitterrand le dit que c'est vrai. Non, mais... En même temps, il donne peu d'informations qui sont fausses. Mais Geoffroy, c'est pas grave. C'est pas grave de l'être. Mais je comprends que vu vos positions politiques, ça peut vous embarrasser, mais en même temps, il y a des gens très bien à qui ça arrive. Et ça n'empêche pas leur parcours politique. Bien sûr. Et il y en a même à l'UMP, c'est très bien comme ça. Il y en a plein à l'UMP. Et il y a un garçon courageux à l'UMP, Franck Riester. Oui. Voilà quelqu'un de respectable. Donc, je veux pas que tout le monde se marie. Je sais pas, il y a plus que les homos et les prêtres qui veulent se marier. Bien sûr. J'ai pas de... Ça donne le droit de divorcer, en fait. Oui, j'ai pas spécialement envie de me marier. Alors, Geoffroy Didier, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire général adjoint de l'UMP et cofondateur avec Guillaume Pelletier de la droite forte. Alors, on vous regarde, là. Voilà. Alors, c'est quoi ce look rue Lauriston? C'était pas rue Lauriston. Ça fait un peu Bonnie Lafont, quand même. Près de la butte Montmartre. Une photo un peu second degré pour Paris Match, où l'idée, c'était d'être un peu les affranchis. Vous êtes décomplexé, en tous les cas, oui, ça c'est sûr. Oui, comme le dit Jean-François Copé, on est décomplexé. Vous êtes la droite décomplexée. Alors, ceci étant, ça donne un peu raison au point quand il vous appelle Adolphe et Benito, quand même. Parce qu'il y a un côté, moi je trouve, il y a un côté 40, non? On a l'impression que derrière, il y a un peu le couvre-feu sur Paris. Hein. Alors c'est Men in Black. Voilà, disons ça. La droite forte, donc, c'est pour montrer qu'à l'UMP, il n'y a pas que des vieux chauves qui détestent les PD et les Arabes, mais qu'il y a aussi des jeunes très sympas, avec des cheveux ondulés, qui détestent les PD et les Arabes. Non. Expliquez-nous. Non, la droite forte, c'est une droite qui s'assume, qui assume d'être patriote, qui assume d'avoir arboré des drapeaux français pendant la campagne présidentielle, alors que auparavant, c'était uniquement le Front National qui osait dire qu'il était patriote. C'est une droite qui est pour l'ordre, le respect et pour le travail. Et c'est une droite qui, par rapport à une droite plus molle, plus modérée, qui s'excuse d'être de droite, eh bien, assume fièrement d'être de droite. C'est nouveau, c'est ce que Nicolas Sarkozy a permis de promouvoir et on s'inscrit dans cette ligne de Nicolas Sarkozy. Honnêtement, aujourd'hui, sérieusement là cette fois, aujourd'hui Marine Le Pen veut sortir de l'Europe, vous voulez rester dans l'Europe. À part ça, qu'est-ce qui vous différencie sérieusement du Front National? Plein de choses. Non mais réellement là. Non, mais d'abord les valeurs. Mais quelles valeurs? Mais quand vous dites, non mais attendez, les boutiquiers quand du vous Front dites National, non, ils sont non pour au l'exclusion. minaret dans le Val d'Oise, en 2011 au cantonal, qu'est-ce qu'il y a de différent avec le Front National? Je ne dis pas pas, reproche, je ne c'est dis juste, je vous pas demande de vous expliquer. non aux mosquées. On vit dans une république laïque où chacun a le droit d'exercer librement son culte. Je dis juste qu'il faut que chacun fasse un petit bout de chemin vers la République. Je vous prends un autre exemple sur l'immigration. Bon. Marine Le Pen, elle est pour l'immigration zéro. Moi, j'ai jamais dit que j'étais pour l'immigration zéro. Et je pense qu'elle est ni souhaitable, ni possible, cette immigration zéro. En revanche, je veux juste qu'on ne traite pas de la même manière les immigrés légaux qui respectent nos règles et nos valeurs et les immigrés clandestins. En parlant d'immigrés clandestins, ils sont quand même employés illégalement par des patrons français, ils sont payés au black, donc le problème c'est pas juste les immigrés clandestins, c'est aussi les gens qui les emploient et qui les exploitent.
Et ces émigrés clandestins participent à une grosse partie de l'économie du pays parce que ça coûte moins cher. Alors qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Mais, eh bien, dans le programme de la droite forte, on est intransigeant de sévérité à l'égard de ce que j'appelle des patrons voyous. Bien. Alors, vous pensez quoi de la phrase de Christine Boutin: aujourd'hui, la mode, c'est les gays, on est envahi par les gays? C'est inadmissible. Je peux respecter chacun des membres de ma famille politique, mais honnêtement, je ne peux que me désolidariser de phrases comme celle-là. Vous savez que si on avait remplacé le mot gay par juif, arabe, elle était passible des tribunaux. Oui. Et dire on est envahi par les gays, on a le droit. C'est surprenant. Ouais. Bon, enfin, on va pas vous embêter plus longtemps avec l'UMP parce que c'est quand même... Il n'y aura pas d'élection finalement. Il paraît que d'après un sondage, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête, donc... En tout cas, j'ai toujours pas rencontré un adhérent à jour de cotisation de l'UMP qui veuille revoter. Donc, a priori, il n'y aura pas de revote. Donc, vous ne revotez pas? Non. Donc, c'est Copé qui reste? Ben oui, il a été élu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est bon. Jean-François Copé fait le job. C'est très bien comme ça. Très bien, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est l'islamologue Mathieu Guider que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. En 2001, l'attentat du 11 septembre a fait près de 3000 morts. En 2004 et 2005, plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans les attentats de Londres et Madrid. Mais depuis 2005, les services de renseignement occidentaux ont déjoué toutes les tentatives d'attentats à grande échelle. C'est une forme de victoire, sauf que le terrorisme a pris une nouvelle forme, celle du djihad individuel. La semaine dernière, près de Paris, un jeune homme de 22 ans converti à l'islam a attaqué un soldat avec un cutter. À Londres, 2 hommes, eux aussi convertis, ont tué un soldat en pleine rue. À Boston, ce sont les frères Tsarnaev qui ont tué 5 personnes en faisant exploser des bombes artisanales sur la ligne d'arrivée du marathon. Sans oublier Mohamed Merah qui, l'an dernier, assassinait 7 personnes à Toulouse et Montauban. Pour les services de renseignement, ces actions menées par des individus isolés sont beaucoup plus difficiles à déjouer que les attentats de grande ampleur, comme le reconnaît le juge antiterroriste Marc Trévidic. Nous, ça nous posait énormément de difficultés. Effectivement, c'était plus facile de lutter contre des réseaux structurés, des groupes structurés, que contre cette effervescence, cette explosion de djihadistes individuels ou de micro-groupes. Désormais, pour se lancer dans le djihad, plus la peine d'aller s'entraîner dans un camp au Pakistan. Ça se fait simplement en quelques clics sur Internet. En 2010, Al-Qaïda a lancé un site en anglais qui explique comment fabriquer dans son garage des bombes artisanales comme celles utilisées à Boston. La menace existe aussi en France. En octobre dernier, la police a abattu cet homme, un Antillais de 33 ans, converti à l'islam radical après un séjour en prison. Dans son garage, les policiers ont découvert 6 kilos de nitrate, 1 kilo de soufre, 2 réveils, des câbles électriques et une cocotte minute. On se demande bien ce qu'il comptait faire de tout ça. Dans sa propagande, Al-Qaïda présente les terroristes comme de courageux héros qui iront direct au paradis. Mais le paradoxe, c'est que Al-Qaïda est aidé dans sa communication par les médias occidentaux, qui, fascinés par les terroristes, contribuent largement à leur publicité. Ainsi, Mohamed Merah est devenu une star, qui a fait la une de tous les JT, on lui a consacré des livres, des documentaires. En revanche, est-ce que vous pouvez citer de mémoire le nom d'une seule de ses victimes ? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Mathieu Guider, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes islamologue, agrégé d'arabe et spécialiste de géopolitique. Bienvenue parmi nous. Alors, première question, ces nouveaux terroristes sont-ils des loups solitaires, des djihadistes autoproclamés ou spontanés, disons, ou est-ce qu'ils sont les exécuteurs uniques d'opérations organisées par une structure? Les loups solitaires ne sont jamais réellement solitaires. Dans le passage à l'acte, ils le sont, mais ils sont aidés. Il y a des complicités pour fournir notamment le matériel, pour acheter un scooter, pour acheter des armes à feu, etc. Mais dans le passage à l'acte, ils sont généralement seuls, et c'est pour cela qu'on parle de loups solitaires. Alors, quels sont les profils de ces nouveaux djihadistes? Alors, c'est souvent des convertis, non? C'est des gens qui ont un problème avec la religion, en tout cas. C'est-à-dire, soit ils n'ont pas été de bons musulmans, ils veulent en faire un peu trop pour devenir de bons musulmans, soit ils ont été de mauvais chrétiens, ils se convertissent en espérant, dans la nouvelle religion, être meilleurs. Et là, ils sont plus royalistes que le roi. Et ça aboutit à une radicalisation progressive et un basculement dans la réaction violente.
Il y a de plus en plus de femmes, non? Pour la simple raison que les services de renseignement et de sécurité sont focalisés sur les hommes, essentiellement. Et donc, nécessairement, on voit de plus en plus de femmes qui rentrent sur le marché terroriste, pour ainsi dire. Alors, on s'aperçoit, quand on étudie un peu ces histoires, que Mera, en fait, avait été repéré par les services, qui étaient au courant de son séjour au Pakistan, que Tsarnaev, le type de Boston, avait été signalé par les services russes au FBI, et les Russes étaient au courant de son séjour au Daghestan, que le terroriste de Londres avait été contrôlé au Kenya alors qu'il voulait passer en Somalie pour rejoindre les Shebabs, que l'agresseur du militaire de la Défense, Alexandre, était connu des services de police et qu'il avait été contrôlé lors d'une prière de rue. En fait, on les repère, mais comme il n'y a rien de tangible, comme on est dans une société démocratique, on ne peut pas les arrêter, et pendant ce temps, ils se radicalisent jusqu'au jour où c'est trop tard, en fait. Oui, en fait, sur la partie identification, les services de renseignement sont toujours bons. C'est dans la partie évaluation de la dangerosité qu'il y a un problème, parce que les grilles actuelles des services de renseignement de sécurité sont calées sur les cas qu'on connaissait déjà. Et donc, on est toujours en retard d'une guerre, en quelque sorte. Et il faut suivre cette évolution. Comme on est dans l'individualisation du terrorisme, il faut probablement passer à l'individualisation du renseignement également. Donc il y a une révolution intellectuelle à faire là-dessus. Mais le problème, en fait, c'est que les principes démocratiques de nos sociétés interdisent l'arrestation préventive, donc on laisse faire. Alors, faudra-t-il, et c'est vraiment le débat, qu'on revienne sur certains principes démocratiques? Non, certainement pas. Non, parce que sinon, les terroristes auront gagné. Là c'est par contre, c'est un débat de fond. Parce qu'on est face à quelques individus tout de même qui, dans la stratégie justement de diffuser la peur et de faire changer les règles du système démocratique, si on les change, on a perdu la guerre. Là, c'est quelques petites batailles, pour ainsi dire, qui sont perdues, mais ils perdent beaucoup également de l'autre côté. Pour moi, non, je ne suis pas du tout pour le changement des règles démocratiques, bien au contraire. Ok, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'à force de faire ce genre de choses, les populations occidentales deviennent islamophobes, et l'islamophobie de ces populations occidentales va déclencher chez tous les musulmans, en fait, un anti-occidentalisme. Et il y a derrière une vraie réflexion stratégique, c'est-à-dire que de l'autre côté, il ne faut pas voir les exécutants qui sont vraiment des sous-fifres. Derrière, il y a une réflexion stratégique qui est un modèle de société, pour simplifier, qui est calé sur le paradigme religieux, en gros, la France du 15e, 14e siècle, et face à ce modèle démocratique. Donc il y a une vraie recherche d'un choc des civilisations. Ils veulent aller jusque-là parce qu'ils veulent en découdre. Or, dans une démocratie, on n'a aucun intérêt à aller découdre avec des gens, un, qui n'ont pas le niveau, deux, qui n'ont pas les moyens d'en découdre, et troisièmement, où la population dans son ensemble n'a aucune envie d'entrer dans un conflit. Les Égyptiens, dans leur majorité, les Tunisiens, les Libyens et d'autres n'ont pas envie de faire la guerre à l'Occident. Et le problème, c'est que ça a été pendant la période Bush, par exemple, où on a trouvé de l'autre côté, c'est-à-dire en face des néo-djihadistes, on a trouvé ce qu'on a appelé les néo-conservateurs, qui ont voulu également en découdre. Ça nous a fait 10 ans à peu près entre l'Afghanistan et l'Irak de guerre sérieuse, sans vainqueurs, sans vaincus. Pourquoi on entend si peu l'islam modéré? La grande majorité des musulmans, par exemple en France, sont merveilleusement intégrés, on vit en parfaite harmonie tous ensemble. Je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas plus cet islam modéré. En fait, la majorité, l'écrasante majorité des musulmans sont pris entre deux feux, réellement entre deux feux. C'est-à-dire, ils sont d'un côté entre ces terroristes qui les accusent de ne pas être des vrais musulmans et qui les attaquent. Il faut savoir quand même que les principales victimes du djihadisme ou du terrorisme sont musulmanes. Bon. Et d'un autre côté, elles sont victimes également de la part des Occidentaux qui les interpellent en leur disant « mais vous, en tant que musulman, alors que lui, il veut se définir comme français, par exemple, et en l'interpellant en tant que musulman pour se déclarer, il se retrouve, on lui donne une identité dont il ne veut pas. En fait, la majorité des musulmans de France ne veulent pas se faire définir comme musulmans de France. Parce que les définir comme musulmans de France reviendrait à leur donner une identité qui n'est pas celle de citoyens. Et donc, à les faire rentrer dans le paradigme religieux. C'est un paradoxe très compliqué. Alors, Geoffroy, est-ce que vous pensez que les sociétés occidentales vont être obligées de se radicaliser par rapport à ça? J'espère pas. Moi, je suis plein d'espoir. Je pense que si on fait vraiment la différence entre, par exemple, les islamistes et l'immense majorité des musulmans, si on fait plus de pédagogie, mais aussi si on est plus sévère
à l'égard de ceux qui, précisément, instrumentalisent la religion à des fins politiques, il n'y a pas de raison que la société se radicalise dans les années. Non, on est vers la fin, en tout cas. On est vers la fin d'un processus. On sait qu'à partir du moment où des groupes ou des individus terroristes commencent à aller vers la barbarie, du genre couper des doigts, couper des mains, on sait que c'est presque la fin. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus vraiment les capacités, les moyens d'agir dans le mainstream, dans ce qui est le plus important dans le terrorisme. Donc on est aujourd'hui presque sûr, ils ont perdu en réalité dans les pays dont ils se réclament. Partout, les islamistes qui ont été élus ne sont pas des islamistes djihadistes, ne sont pas des islamistes radicaux. En Occident, ils n'ont aucune chance de gagner. Donc on est face à une frange qui est marginalisée des deux côtés de la Méditerranée. Est-ce que ça veut dire que Al-Qaïda s'est affaibli au point que maintenant on est face à des djihadistes individuels? Voilà. Ou est-ce qu'au contraire, c'est Al-Qaïda qui tire encore les ficelles de ça? Non, Al-Qaïda s'est affaibli, indéniablement. Les Américains ont à peu près détruit l'intégralité de l'organigramme. C'est leur méthode, le ciblage. Et puis, les pays occidentaux ont petit à petit démantelé la quasi-totalité des cellules des réseaux. On est vraiment vers un affaiblissement. La seule chose qui pourrait redonner vraiment de la force à cette organisation, c'est qu'il y ait un foyer de guerre important comme l'Irak ou l'Afghanistan quelque part, exemple la Syrie, ou qu'il y ait dans les sociétés occidentales une opposition telle entre des factions que ça génère de nouveau des terroristes. Très bien, Mathieu, merci d'avoir été avec nous, bravo. Geoffroy, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Sabrina, bonsoir. Alors Sabrina, vous publiez aux éditions Grasset un livre intitulé Escorte, où vous racontez vos années de prostitution, d'abord au cours d'expériences occasionnelles, puis au sein de prestigieuses agences d'escorting international, des années où vous avez gravi volontairement les échelons d'une vie remplie d'argent, de champagne et de cocaïne, une vie dont vous avez bien failli ne jamais vous relever. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie. Bon, bah, bientôt juillet. Vous, Thierry, vous partez skier où? Non, je dis ça, il faut réserver maintenant, parce que moi, au ski, je fais partie des Haussiens. J'aime pas y aller en juillet, parce que t'es sûr de devoir mettre les chaînes, quoi. C'est un truc... Moi, j'adore parler de la météo, quoi. La météo, c'est quand même la mondanité à la portée des ploucs, quoi. C'est l'échange Ryanair. Quand t'as un lien social minimal, tu parles de la prostate du voisin. Quand t'as aucun lien, tu parles de la prostate de Dieu. C'est... Mariage. Premier mariage gay a été célébré mercredi. Bon, pourquoi pas. En tout cas, moi, je serais gay, ce qui risque pas d'arriver. Hein. Moi, je déteste Coldplay, mais... Moi, je serais gay au mariage, je demanderais d'être considéré comme l'épouse. Bah ouais, comme ça, en cas de divorce, t'es sûr d'avoir la garde des enfants. Non, parce qu'avec deux pères qui se séparent, ce sera forcément une garde partagée. Résultat, les gamins vont être en permanence tiraillés entre deux foyers, donc le mariage homosexuel crée des enfants instables. CQFD. Putain, je suis brillant. Mais alors, alcool. Quel rapport? Un mec qui a dépensé 42 000 € en boîte en champagne avec la carte de crédit de son père. Putain. Il serait temps qu'il se calme, le fils Fabius, quoi. Mais non, c'était pas Fabius. Mais non. Non, non. Ça s'est passé au Japon. Ça devait être le fils de Jean-Vincent Placé. Alors vous allez me dire, ouais, non, mais il est coréen. Coréen, mon œil, ouais. Comme si ça changeait quelque chose. Enfin, bref. Radicalité mahométaine. Alors l'agresseur du militaire à la Défense a été retrouvé grâce à son passe Navigo. Forcément, hein. Un terroriste qui fraude pas la RATP, les gens sont surpris, quoi. Et bon, c'est juste que techniquement, essaye de sauter au-dessus d'un tourniquet avec une djellaba. Alors, nouveauté, le type s'appelle Alexandre. Alors, ça, je n'étais pas habitué. Alexandre, c'est. Alors, il a cru que ça suffisait pour pas se faire remarquer. Parce que son complice a dû dire non, mais tu vas pas y aller comme ça, tu vas te faire repérer avec ta barbe, ça. Mais t'inquiète pas, j'ai un nom français, je veux personne à voir de. Parce qu'en termes de camouflage, il a pas mis le paquet, je veux dire. Barbe, djellaba, calotte, c'est le bling-bling fondamentaliste, quoi. Le halal décomplexé, quoi. Je veux dire, le gars, tu le vois arriver de loin, tu comprends que c'est pas un village people, que c'est un truc. Alors, tout de suite, des réactions outrées. C'est l'imam de Drancy.
Si vous trouvez que l'islam en France ne vous convient pas, allez-vous-en, quittez la France. Ah ouais. C'est un imam qui a dit ça. Bon, de toute façon, un imam, c'est forcément très moderne. Rien que le nom imam, on dirait un produit Apple, quoi. Tu vois Mais c'est bon, c'est pas raisonnable de dire des trucs pareils, quoi. Renvoyer tous les intégristes chez eux. Enfin, je rappelle qu'on n'a qu'un seul porte-avions. Puis la France, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est quand même un slogan à la con, quoi, je veux dire. Comme si les couples restaient ensemble parce qu'ils s'aimaient. Pour un islamiste, la France, c'est comme un plan cul. La nana, elle a beau avoir des mycoses, elle, au moins, elle accueille toute la misère du monde. Je ne sais pas. C'est une idée. Dans la foulée, on a arrêté aussi Redouane Faïd. Alors, en ce moment, en valse, il a un truc avec l'Afrique du Nord, quoi. Ouais. À ce rythme-là, dans un mois, il retrouve Faudel, tu vois. Redouane Faïd a été arrêté dans un hôtel de Ponto Combo, c'est vraiment la déchéance. C'est comme Rambo qui s'enfuit d'une prison vietnamienne et qui se fait coffrer parce qu'il s'est garé à une place réservée aux handicapés. C'est pareil. Bref. Décès. Il nous a quittés, ce grand musicien qui a profondément marqué la vie des Français par son sens de la ritournelle. Je veux parler de Jeff Hanneman, le guitariste de Slayer. Alors Slayer, c'est un groupe extraordinaire. Hein. C'est vraiment pas de la musique de... Enfin, pour tous, quoi. Non mais Slayer, quand t'écoutes Slayer, on dirait Jennifer, mais en train de se faire violer. Alors, fait divers. Un homme qui se suicide dans une maternelle. Bon, je comprends. Déjà, un gosse qui chiale dans un TGV, c'est dur, mais alors une classe... Alors, évidemment, on a fait tout un cirque, le débrief psychologique des pauvres petits choux. C'est bon, les gamins, ils sont dans une école du 7e, on les traite comme s'ils revenaient d'une mission à Kaboul, quoi, je veux dire. Non mais mon gosse, il rentre à la maison, il a 5 ans, il me dit « Ouais, papa, à l'école, il y a un monsieur qui s'est tiré une balle dans la tête. » Moi, je lui réponds « J'espère que t'as aidé à débarrasser. » Hein? J'espère que t'as débarrassé au lieu de rester planté là comme un con à attendre que Marcel Ruffo vienne te dire que si tu nous emmerdes avec des cauchemars pendant 3 mois, c'est parce qu'on n'a pas su accueillir ta petite souffrance de fiotte occidentale surgâtée, dont l'imagination anorexique est incapable d'envisager 30 secondes que le type avait juste du coulis de tomate dans le crâne. Con, va. Alors, éducation, le gouvernement va sévir contre les tricheurs au bac. Ouais. Ah bon? Vu le niveau, il y a encore besoin de tricher. Presse. Il paraît que l'IB a moins de 100 000 lecteurs. Selon la police ou selon l'IB? Non, parce que 100 000, ça me semble beaucoup, quoi, je veux dire. De Morand, faut se le taper. Enfin, bref. Pardon. Tuning. Ah. Oui, elle voulait se faire refaire les fesses, elle se fait amputer des bras et des jambes. De quoi elle se plaint? Sans bras, sans pieds, s'il y a bien une chose qu'on va plus regarder, c'est son cul. Hein. Football. Important de parler un peu de sport. Il y a Créteil fait une croix sur Bagali Dabo. Il y a toute une interview dans les pages Ligue des Champions Île-de-France. Alors Bagali Dabo, c'est un type super prometteur, quoi. Il rêve de jouer en Ligue 1. Il y a encore des mecs comme ça, quoi. On l'oublie trop souvent, mais dans ce pays, il y a des footballeurs qui rêvent juste de jouer à Montpellier ou à Brest, quoi. Alors bon, bien sûr, bon, ça reste du foot de seconde division, quoi. C'est passionnant, mais ça n'arrivera jamais à la cheville du handball féminin, quoi. Je ne sais pas si vous avez suivi le match entre Fleury-Loiret et Metz. Le but de Pauline Baudouin. Putain, c'est avec la main, la balle dans le filet, la balle, elle tombe. Le type, il la ramasse, quoi. Fallait voir la salle, quoi. 15 personnes en délire. J'étais, mais waouh, quoi. Pauline Baudouin, putain. Et si tu me... Je suis célibataire. Cinéma. Il y a une campagne actuellement d'acteurs contre la surpêche. Alors, pour attirer l'attention, on fait poser des stars à poil à côté de poissons et de mollusques. Ça, c'est le grand truc contemporain, hein. Pour attirer l'attention, il faut se foutre à poil. Et là, alors, tu vois Mélanie Laurent avec un tourteau pour dire « Il faut arrêter de vider les réserves de la mer. » Ah bon? Et elle fait quoi, là? Le crabe après la séance, elle croit qu'on va le ramener en taxi à l'île de Ré, peut-être? Mais je me disais un truc. En fait, les animaux, ils sont tout le temps tout nus. Oui. La nature, c'est d'une indécence.
Alors, pas belle la vie? Elle est très belle la vie. Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine, demain à 15h05 sur Canal et sur canal.fr. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Sabrina, rebonsoir. Vous êtes née le 12 mai 1989 dans le 14e arrondissement de Paris. Votre mère, Sophie, était assistante maternelle. Votre père, Mohamed, bagagiste, puis chauffeur de taxi. Quand vos parents divorcent, votre mère retourne vivre au Mans, où elle avait grandi. Et là, elle emménage avec un dénommé Loïc. Alors, à l'époque, votre mère vous tient bien serré. Hein. Vous dites, de toute façon, vous n'avez pas besoin de beaucoup insister parce qu'à l'époque, la sexualité ne vous préoccupe pas beaucoup. Non, pas du tout. J'étais pas du tout portée sur le sexe. Ouais. Pas du tout. Quand votre mère et Loïc se séparent et que votre mère se met avec David, là, ça se complique. Vous avez 17 ans, vous êtes en pleine crise d'adolescence et vous abandonnez votre scolarité pour un BEP vente. Et puis, comme votre mère au même âge, vous montez à Paris pour fuir Le Mans, en fait. J'avais eu le problème d'avoir connu Paris, donc comment je m'ennuyais. Ouais. Alors, c'est à l'âge de 18 ans que vous faites l'amour pour la première fois et vous dites « Je ne ressens pas grand-chose ». Non, je pensais que c'était un peu plus fun, en fait. Ouais. J'étais assez déçue. Ouais. C'était moi le problème. Ça Ouais. m'amusait pas. Ouais. C'est là que votre mère meurt d'un cancer des ovaires. Pour vous, le choc est terrible. Oui, c'était un peu mon pilier, voilà. Ouais. Je reposais sur ma maman Ouais. et c'était trop tôt. Ouais. Alors là, vous multipliez les soirées pour oublier tout ça. Et c'est comme ça que vous rencontrez une dénommée Livia, qui a 19 ans, c'est-à-dire le même âge que vous, qui est étudiante en lettres à la fac de Tolbiac le jour et qui, la nuit, vend ses charmes. J'ai été assez émerveillée par cette fille à moitié femme qui avait l'allure d'une princesse, qui manquait de rien. Alors là, vous n'êtes pas choqué quand elle vous raconte ce qu'elle fait? Non, elle m'émerveille encore plus. Je l'envie aussi et j'ai envie d'essayer. Vous avez envie d'aventure? Tout à fait. Ouais. Alors, le premier client, c'est un plan à 3 avec Livia. Et vous dites, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte. Vous êtes même sexuellement excitée et désireuse de voir comment ça va se passer, quoi. Oui, c'est comme si j'allais à un rendez-vous professionnel. Ouais. Puis je sais qu'elle est avec moi, je sais qu'elle s'y connaît. Je me sens pas seule. Alors vous dites, le client ne me dégoûte pas plus qu'il ne me plaît, il est juste un client, le premier client de ma vie d'escorte. Oui, j'arrive à faire la part des choses tout de suite. Alors ça se passe plutôt bien, ensuite vous dites, j'ai l'impression de m'être éclaté, c'est trop bien, je veux le refaire. Donc vous n'avez aucune culpabilité. Non, il n'y a pas un moment où je me pose des questions. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que j'ai occulté tout ce qui m'arrivait. Ouais. Alors là, vous commencez à travailler comme escorte, donc avec des tarifs de 250 à 300 euros. Le plus étonnant, en fait, dans votre histoire, c'est que vous ne trouviez pas insupportable de vous retrouver nu sous des rougeaux qui hannent, des excités qui transpirent. Hein. J'ai plus de pudeur. Ouais. J'ai plus aucun problème avec le corps des autres et le mien. Ensuite, vous travaillez à Bruxelles, dans un salon de massage qui est en fait une maison close, mais là-bas, c'est autorisé. Et là, dites-vous, vous trouvez une sorte d'équilibre. Vous dites, j'aime ce que je fais. Ça peut paraître bizarre, mais je m'épanouis. La sexualité ne me fait pas peur. J'aime séduire et j'aime l'argent. Pendant ces presque 3 ans que j'ai passé à être escorte, c'est le seul moment où je me suis sentie le mieux. Oui. On était 8 filles, on était une famille, c'était comme mes sœurs. Une belle unité, c'est ce que je recherchais, je me sentais seule à ce moment-là. En même temps, vous dites j'aime l'argent, mais la patronne de ce salon prend quand même 40%. Alors ça devient normal, ça aussi. Ouais. Elle nous aide, elle nous épaule. Et elle nous aide à travailler, donc à partir de ce moment-là, ça devient normal qu'elle ait ses 40%. Elle le mérite pour nous à ce moment-là. Ouais. Et le reste, vous le dépensez sans compter, un petit peu comme si cet argent vous brûlait les doigts. Voilà, je décide de consommer ma vie et cet argent n'a pas de sens et n'a pas de valeur.
Alors, votre famille se doute de rien à l'époque, hein? Non, pas du tout. Je dis que je suis fille au père, Ouais, en Belgique, à ce moment-là. Ouais. Aucune suspicion. Alors, vous voulez faire mieux, parce que ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que vous voulez gravir les échelons, et vous partez à Genève. Alors là-bas aussi, c'est assez courant, c'est institutionnalisé. Vous vous faites enregistrer au commissariat. Alors le type vous dit, est-ce que vous faites ça de votre plein gré? Vous dites, bien sûr. Il dit, pourquoi vous faites ça? Ben, pour de l'argent. Voilà. Alors il essaye de vous mettre en garde, mais en fait, il ne vous interdit rien, le flic. Non, en fait, même pour lui, tout ça, c'est banal. On était une salle d'attente, on était 10 filles de chaque milieu différent. Ouais. Non, c'était juste ma jeunesse qui le gênait, je pense, Ouais. à ce moment-là. Alors au début, vous travaillez en appartement, 700 € par client. Vous faites 3 à 4 clients par jour. Mais vous voulez quand même être escorte. Hein. Travailler en appartement, ça vous plaît pas? J'ai un peu vu trop tous ces films de filles d'escorte. Pour moi, c'était moins de sexe, travailler plus, se promener, voir des belles choses. Donc j'avais envie de sortir de cet appartement. Alors le premier boulot comme escorte, donc, c'est à Megève, chez un riche Américain, et il vous donne 1700 € quand même. Ce tarif-là, c'est normal, c'est les heures. Là, ce qu'on apprend en lisant votre livre, c'est qu'en fait, il y a des clients qui veulent en fait plus que ça. Ils veulent ce qu'on appelle la girlfriend experience. C'est-à-dire qu'ils veulent non seulement vous coucher avec eux, mais que vous viviez avec eux. Voilà, ils veulent qu'on se comporte comme leur petite amie, qu'on fasse tout pareil. On présente à leur famille, à leurs amis, on dîne, on fait tout pareil. Le premier que vous trouvez avec qui vous avez une girlfriend experience, lui, il veut vous sortir de là. Hein. Et j'en ai pas envie. Parce que pour moi, à ce moment-là, je suis libre. Et de devenir la propriété d'un homme, eh ben, ça m'étouffe. Alors, toujours à Genève, vous entrez dans une agence qui s'appelle Prestige, qui est une agence très, très connue, très classe, un peu comme Élite pour les mannequins. Vous finissez par gagner 15 000 € par mois, voyagez beaucoup, vous vivez comme une star. Alors, votre journée type, c'est cool, hein, vous levez à midi. Voilà, c'est assez futile. Hein. Je vais chez le coiffeur, je vais faire des emplettes. Après, il y a le boulot, entre 20h et 23h. Et puis, une fois que vous avez fini de bosser, vous allez boire du champagne avec les copines. Voilà, on va dépenser notre argent. Voilà. On va s'amuser, on va oublier notre journée pour mieux repartir. Voilà. Alors, vous buvez du champagne, de la vodka, vous fumez des joints, et vous commencez à prendre de la coke. Hein. Oui. On m'en met partout, j'en ai sous le nez à longueur de journée. Pendant un moment, je vais me dire que je ne vais pas y toucher parce que c'est encore trop. Sauf que il est trop tard et j'ai envie d'essayer. Et là, un jour, vous participez à un documentaire sur la prostitution qui est réalisé par Mireille Darc pour France 3. Alors on vous dit votre visage ne sera pas filmé, donc vous acceptez de faire ce documentaire pour Mireille Darc, mais vous avez un grain de beauté là qui vous rend reconnaissable pour les gens qui vous connaissent en tous les cas. Pour moi, c'était impossible. Après, inconsciemment, c'est ce que je cherchais, c'était qu'on me reconnaisse. Et oui, toute la terre, ma terre m'a reconnue. À partir de là, vos copines, il y a même une qui vous dit t'es une sale pute, quoi. Ah bah ça, c'est la base. Votre père vous appelle pas? Non. C'est vous qui l'appelez? Ça me gêne. J'aurais aimé qu'il me contacte, même si c'était pour me reprocher des tas de choses, j'aurais même préféré qu'il m'insulte, mais qu'il donne au moins un signe à ce moment-là. Vous l'appelez, vous allez le voir, et il vous dit si c'est moi qui t'avais élevé, ça ne serait pas passé comme ça. Vous pensez qu'il a raison? Non, je pense que c'est un con à ce moment-là. Je pense que c'est un peu facile de dire ça maintenant, quand ma mère n'est plus là et que la situation... On est un peu dans un gouffre, en fait. Alors, vous continuez, hein, votre job d'escort girl. Vous prenez de plus en plus de cocaïne. Au début, pas tous les jours, puis après, tous les jours. Et un jour, vous vous retrouvez aux urgences. Oui, trop d'abus. Je ne m'en rendais pas compte. Et là, vous avez gagné beaucoup de blé, mais il vous reste 4 000 €. Ça prouve bien qu'on est dans une société de consommation et que tout cet argent n'avait aucun sens. J'aurais jamais imaginé avoir une maison, acheter une maison avec cet argent. Vous n'avez pas thésaurisé, Non. Alors vous décidez d'arrêter à ce moment-là et vous partez vous installer à Montpellier avec Samuel et vous bossez donc comme réceptionniste dans un hôtel pour 1 400 € par mois, c'est-à-dire 2 prestats, comme on dit, à Genève. Mais oui, un peu moins qu'une nuit. Au début, ça fait bizarre, ça pique un peu. Mais on s'y habitue.
parce que j'ai plus de plaisir à gagner cet argent que l'autre argent que j'ai pu gagner. Si c'était à refaire? Je le ferais pas, je pense. Ah ouais. J'ai connu peu de filles qui faisaient ça vraiment par désir. Ouais. Mais pour l'argent, une majorité. Josiane? Moi, je trouve ça très courageux que vous veniez là. Et très courageux d'avoir recommencé, parce que c'est très dur d'un seul coup de passer à 1 400 € par mois. Oui, c'est ce que vous dites. Voilà, vous dites c'est très, ce très qui est dur. ce qui a été le plus dur pour vous, c'est pas d'arrêter la coke, c'est d'arrêter l'argent, quoi. Oui, parce que je m'y habitue. Ouais. Et après, vous êtes tombée amoureuse. J'ai choisi l'amour. Et le fait d'être tombée amoureuse, ça vous aidait à vous en sortir certainement. Ça m'a détaché de l'argent, voilà, justement. c'est ça. Ouais. Mais non seulement elle est tombée amoureuse, mais elle est tombée amoureuse d'un handicapé. Oui, d'un athlète handisport. Le hasard. Vous en pensez quoi, les filles? En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est les gamines. Là, j'étais dans le métro il n'y a pas longtemps et j'ai entendu des gamines derrière moi dire « Ouais, je suis une michto ». Et la fille, en fait, à les écouter, j'ai compris qu'en gros, je vais le dire clairement, elle suçait pour un iPod. En gros, c'est ça. Et c'est-à-dire que maintenant, on a toute une génération de gamines qui, je ne sais pas si elles sont conscientes de ce que ça va donner. Il n'y a plus de culpabilité, c'est ça. Il n'y a aucune culpabilité parce qu'on a l'impression qu'on s'en sort bien. Mais c'est ça. Mais on est dans une génération où Zaya est un modèle. Oui, et là, ça Nabila devient un aussi. problème. Ben oui, mais là, ça devient un problème. Ouais. Voilà. Justement, dans mon livre, c'est ce que j'explique. Je mens pas, je suis assez claire. Ouais. J'explique que je l'aurais pas fait sinon. J'explique les conditions. Je suis capable de dire quand j'étais malheureuse, quand j'ai souffert. Mais à côté de ça, je suis surtout là aussi pour montrer à quel point c'est facile, malheureusement, d'y tomber. Merci de votre témoignage, en tous les cas. Sabrina. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Josiane Balasco pour Demi-sœurs en salle mercredi. Bravo. Stéphane Bern pour Le Bel Esprit de l'Histoire chez Albin Michel. France 2, RTL évidemment. Geoffroy Didier, conseiller régional d'Île-de-France et secrétaire national adjoint de l'UMP. Anne-Sophie et Marie-Aline Girard pour La femme parfaite est une connasse chez J'ai lu. Mathieu Guibert, spécialiste du monde arabe. Et Sabrina pour Escorte chez Grasset. Merci. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.